C'est ça, c'est un des soucis de faire ça justement, de publier les listes, de publier les noms, de publier les visages. C'est que déjà vous punissez pas que les mecs qui ont fait ça. En fait, vous punissez leur famille qui est innocente, leur femme qui savait peut-être rien. Pour récapituler, l'affaire Mazan, c'est une femme qui a été droguée pendant des années par son mari, et en fait, il l'a prostituée en ligne près d'hommes des environs. Donc il lui mettait des somnifères, des doses de bâtard de somnifères dans sa bouffe le soir. Et donc elle se réveillait pas et il faisait venir des mecs la nuit et il filmait ce qu'ils faisaient et tout. Et voilà, donc c'est horrible comme histoire. Ça va pas être très très fun. À un moment, faut qu'on en parle quand même. C'est une très grosse affaire et surtout cette meuf-là, en vrai, elle est très courageuse de faire un procès public comme elle a décidé de le faire là. Parce que du coup, elle a décidé que son procès serait public. Et que donc il pourrait être diffusé en France, on peut avoir les images et tout, en fait on peut suivre tout le procès en gros. C'est rare que ça arrive en France, aux States c'est pas rare mais en France c'est quand même très rare que ça arrive, surtout pour une affaire de viol parce que le viol c'est quelque chose de très touchy et puis pour la victime on peut très facilement comprendre que la victime elle n'a pas envie d'exposer toute sa vie et d'exposer ce qui lui est arrivé. C'est un traumatisme immense pour elle, donc d'exposer ce qui est arrivé aux yeux du monde entier. Et là, c'est ce qu'elle va faire, cette femme-là. Donc, moi, je trouve ça très courageux. Et du coup, je me dis qu'il faut quand même en parler, quoi. C'est procès des viols de Mazan. Peut-on rendre public la liste des accusés? C'est un petit reportage de 20 minutes France, je veux dire. Ça dure pas 20 minutes. Et c'est une bonne question parce que, en vrai, c'est un procès public. Cette femme a accepté que son procès soit public, mais ces hommes-là, ils n'ont pas accepté que leur nom soit divulgué. Je pense que juste pour le doute de est-ce qu'ils sont tous vraiment coupables, je pense que juste pour ce doute-là, on peut pas la rendre publique tant qu'ils n'ont pas été annoncés coupables par le tribunal, à mon avis. On va voir ce qu'ils vont en dire, mais pour moi, encore une fois, c'est juste une question de doute, quoi. C'est juste parce que tant qu'ils sont accusés, on peut pas être certain. Nous, on n'a pas les preuves, on n'a pas les trucs sous les yeux. Et donc, c'est le boulot du tribunal de dire s'ils sont coupables ou pas. Et une fois qu'ils sont coupables, effectivement, là, leurs noms peuvent être rendus publics. Mais après, est-ce que ça a un intérêt de mettre leur nom, de rendre leur nom public après coup, sachant que, du coup, s'ils sont coupables, ils vont être punis. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt que leur nom soit rendu public si ce n'est que pour que des gens aillent leur cracher à la gueule? Ça n'a probablement pas trop d'intérêt parce que ces gars-là, s'ils sont reconnus coupables, ils vont faire de la prison normalement. À moins que la justice ait un problème et qu'ils fassent pas de prison. Peut-on divulguer les noms et les photos des accusés au procès des viols de Mazan? Depuis le 2 septembre, 51 hommes sont jugés par la cour criminelle du Vaucluse pour des viols commis sur Gisèle Pellico. Pendant 10 ans, son ex-mari... Ça doit être horrible pour elle ce procès. Enfin, j'ai du mal à imaginer ce que cette meuf traverse. Je pense que, je sais pas, je pense qu'elle doit suivre un traitement. Elle doit suivre un traitement psychiatrique ou quelque chose comme ça parce que la violence du truc, de ce qui lui arrive actuellement, je pense que c'est très 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 difficile à imaginer pour des gens qui traversent pas un truc pareil. Hein. Vraiment, ça doit être un enfer. Vraiment, ça doit être horrible. Avec tous les médias et tout qui sont constamment autour d'elle, qui doivent constamment la harceler, ça doit être ça en plus. Les médias en plus de ce qui lui est arrivé, enfin c'est le monde entier qui va découvrir tout ce qui lui est arrivé, qui va découvrir les images, tous les tarés sur internet qui lui disent qu'elle a fait, que tout ce qu'elle a mérité ce qui lui est arrivé, parce qu'il y en a des cinglés qui arrêtent pas de lui sortir ça. Bref, je pense que franchement c'est pour ça que je trouve que c'est bien de réagir à ça et d'en parler parce que ça demande du courage, mais de fou. Ça doit demander un courage que très peu de personnes ont de faire ce que elle est en train de faire là. Hein. Dominique Pellico l'a droguée, laissée inconsciente puis livrée à ses hommes à leur domicile de Mazan. Si le procès est public et les accusés présents, leur identité n'était pas forcément connue du grand public jusqu'ici. Mais plusieurs associations et collectifs ont décidé de publier leurs noms ainsi que leurs photos, avec comme commentaire principal « Violeur, on vous voit, victime, on vous croit ». Marie, qui fait partie des personnes qui ont relayé... Non mais, oui, mais j'ai du mal à voir l'intérêt... Le véritable intérêt, je veux dire, hein, genre l'intérêt public de divulguer ces noms tant qu'ils n'ont pas été reconnus coupables, parce que en fait, je comprends que les gens soient énervés et tout, c'est absolument horrible ce qui se passe, mais c'est juste que déjà c'est pas notre taf de faire ça, c'est le taf de la justice, et en vrai, afficher publiquement des noms, c'est du doxing et c'est de l'ordre du harcèlement en réalité. Les gens qui publient ces listes, en vrai, eux, ils risquent des problèmes aussi à faire ça. Et ils vont venir chouiner derrière s'ils ont des problèmes en faisant ça, parce qu'ils vont dire oui, ces mecs c'était des monstres et tout. Tu n'es pas la justice, tu ne peux pas décréter que ces mecs c'est des monstres.
c'est à la justice de le faire, et de toute façon, quel est l'intérêt de publier la liste, de la rendre publique? Je veux dire, ces mecs sont accusés. S'ils sont coupables, ils seront reconnus coupables et ils seront punis par la justice. Je sais que c'est dur à entendre ça et tout, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment envie de faire... que ces gens, ils ont envie que les mecs soient... qu'on leur pourrisse la vie jusqu'à la fin de leur jour et tout, mais c'est le travail de la justice. La justice, son boulot, c'est de rendre une peine au niveau du préjudice qui a été infligé. Alors, on peut discuter argumenter sur le fait que les peines de la justice sont très rarement au niveau des préjudices subis, surtout dans les cas d'affaires de viol. Effectivement, ça on peut carrément en discuter. Mais diffuser et divulguer les noms de gens qui sont accusés et pas encore coupables en ligne ou dans la rue ou ce genre de choses, ça justifie pas de faire ça en fait. Genre vous êtes pas des gens bien en faisant ça. Lise sur X explique pourquoi elle l'a fait. Je l'ai fait pour que la honte change de camp, dans le seul but de montrer aux gens que ces hommes sont bel et bien des monsieur tout-le-monde, qu'on croise pas. Ah oui, non mais ça c'est vrai. La honte, elle doit changer de camp, je suis d'accord. C'est pour cette raison que cette femme fait son procès en public, pour que la honte change de camp. Et franchement, ça, encore une fois, c'est courageux, mais vraiment, c'est très très courageux, c'est impressionnant. Mais le fait que ces hommes sont bel et bien des monsieur tout le monde, qu'on croise partout, je pense que c'est plutôt intégré. Et en vrai, la plupart du temps, franchement, les violeurs, en fait, c'est des monsieur tout le monde qu'on croise partout, hein. On entend beaucoup parler des cas où c'est des gens connus, justement, mais c'est juste parce qu'ils sont connus, donc ça rayonne plus. Mais en réalité, très très souvent, en fait, les violeurs, c'est des monsieur tout le monde. N'importe qui peut commettre une atrocité, célébrité ou monsieur tout le monde, riche ou pauvre, en fait, l'horreur épargne personne de toute façon, hein. Je comprends l'argument, je comprends pourquoi elle dit ça, mais je trouve que comment dire, en fait c'est juste que c'est une forme de harcèlement en fait de faire ça aussi, c'est de la vengeance en fait, et la vengeance ça devrait pas être toléré en place publique et tout en fait, c'est quelque chose qui n'apporte jamais rien quasiment, la vengeance, quasiment je dis parce qu'il y a des très rares cas où peut-être que ça peut avoir un intérêt, mais en vrai si on laissait tout le monde en permanence faire ce qu'il veut et se venger et tout, en dehors des lois, en dehors de ce qui est légal, on s'en sortirait pas, ce serait le chaos absolu quoi, c'est ça le problème. En plus de leur nom, Marie a également republié leurs photos. Lundi 9 septembre, les avocats ouais, non, mais d'accusés ont annoncé qu'ils allaient porter plainte. Je comprends. Leur identité. Je comprends, hein, franchement je comprends. Prénom. Ces mecs sont des monstres, mais je comprends. Adresse et parfois des photos prises dans l'enceinte même du tribunal ont été diffusées sur les réseaux sociaux au mépris des règles les plus élémentaires de notre droit, socle de notre démocratie. Des enfants d'accusés ont été pris à partie au sein de leur établissement scolaire. Ah ouais, ça c'est un problème aussi. C'est ça, c'est un des soucis de faire ça justement, de publier les listes, de publier les noms, de publier les visages. C'est que déjà vous punissez pas que les mecs qui ont fait ça, vous punissez pas que les gars qui sont que ces enfoirés là. En fait vous punissez leur famille qui est innocente, leur femme qui savait peut-être rien, qui a peut-être rien demandé, qui elle est peut-être couverte de honte et qui ose plus voir personne parce qu'elle était pas au courant et qu'elle a découvert ça et que vous se mettez à leur place aussi. Je sais pas, c'est pour ça en fait qu'on n'est pas censé faire ça en fait. C'est pour ça que les accusés ont le droit à l'anonymat. Parce qu'en fait, ce que je disais juste avant, c'est que c'est de la vengeance de faire ça en fait. Et que le problème de la vengeance, c'est que du coup, elle cause des dégâts en fait. Elle cause des dégâts collatéraux souvent dans son sillage. Et là, c'en est un exemple assez clair quoi. Au mépris des règles les plus élémentaires de notre droit, socle de notre démocratie. Des enfants d'accusés ont été pris à partie au sein de leur établissement scolaire. Des épouses et proches d'accusés ont été insultés. Des appels téléphoniques malveillants reçus par des accusés avec tentative d'intrusion à leur domicile. La gravité de ces faits nous amène, nous, avocats de la défense... Oh, les pauvres familles, putain. Eux aussi, ils doivent vivre un truc là, c'est pas ouf hein, en ce moment. Vachement moins que la meuf quand même, hein. La meuf qui a été violée et tout. C'est pas comparable, hein, juste. Hein. Mais bon, faut quand même penser à eux aussi, quoi. À devoir saisir le ministère public de poursuites pénales afin de prévenir toute nouvelle forme de violence, voire, ce qui est à craindre, d'atteinte à l'intégrité physique des accusés et de leurs proches. Des actes que déplorent les différentes associations qui rappellent que la liste a été rendue publique par le tribunal. Mais risque-t-elle d'être poursuivie pour avoir dévoilé ces noms ? Ah, la liste avait été rendue publique par le tribunal, d'accord, ok. Bon du coup, oui d'accord, donc est-ce que les gens qui ont publié leur nom et tout sur Twitter, du coup, sont coupables de quoi que ce soit? Non, je crois pas, hein. Si le tribunal a rendu la liste publique, ouais, bon peut-être que du coup les photos, là, c'était pas cool,
Peut-être que là, les photos, peut-être qu'ils risquent quelque chose pour avoir publié les photos. Mais du coup, si le tribunal a rendu la liste publique, les gens font que relayer l'info à ce moment-là. Donc, non, ouais, du coup, moi, je pense que du coup, s'ils ont juste relayé l'info, alors il n'y a pas de problème, quoi. C'est différent. C'est différent si le tribunal avait déjà rendu l'info publique. Pas forcément, selon maître Christophe Clerc, avocat à la cour. Gisèle Pellicot ayant refusé le huis clos, ils comparaissent publiquement, selon le principe de publicité des débats. Ouais, mais du coup, je sais pas comment ça marche. Est-ce que si elle décide de rendre ça public, de rendre son procès public, mais est-ce que les accusés, ils doivent pas, pas son mari, parce que son mari, c'est l'accusé. Bah non, ok, d'accord, ouais, non, mais je me demandais si les accusés devaient pas eux aussi donner leur accord pour que ce soit public, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que, étant donné que c'est elle la victime, c'est elle qui lance l'affaire, j'imagine que ce serait complètement abusé de dire que son mari a le droit de décider que ce soit pas public. Et comme son mari est un accusé au même titre que tous les autres qui ont participé au truc, je vois pas pourquoi eux pourraient choisir aussi de garder leur anonymat. Donc j'espère juste qu'il y a que des mecs coupables dans le lot, quoi, du coup. Mais tant que les personnes poursuivies ne sont pas condamnées, elles bénéficient du principe de la présomption d'innocence, ce qui ne permet donc pas de qualifier, selon la loi, les accusés de violeurs, par exemple. Concernant la Mais diffusion... après, ça, c'est là, les amalgames, ils sont les raccourcis, en fait. Pas les amalgames, les raccourcis sont vraiment faits extrêmement vite, quoi. À partir du moment où les gars sont accusés, et en plus sur un procès avec une ampleur aussi grande, à partir du moment où ton nom il apparaît dans cette liste, je pense que ton nom il est entaché à vie. Même si à la fin, on te déclarait innocent, je pense que ton nom il est entaché à vie. C'est pour ça que je viens de dire ça, c'est pour ça que je viens de dire que j'espère qu'il y a que des coupables du coup dans l'histoire, parce que autrement, s'il y a un mec qui a rien fait dans l'histoire, mais ça m'étonnerait qu'un mec qui a rien fait se retrouve sur... Enfin franchement, il y a peu de chance, parce que je pense que pour le coup les noms n'ont pas dû être si compliqués que ça à trouver, donc il y a peu de chances que le nom d'un innocent se retrouve sur cette liste quand même. Hein. Des noms sur les À réseaux mon avis. sociaux, l'avocat cite l'article 223-1 alinéa 1 du Code pénal qui punit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende une personne qui révèle les informations d'une autre au fin de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne et qu'elle ne pouvait ignorer. Bah ouais, mais si c'est le tribunal qui les a diffusés, les gens qui ont diffusé leur nom, et donc c'est-à-dire les infos que le tribunal avait sorties, bah ils risquent rien. Pour moi, ils ont juste relayé des infos. Par contre, si des gens sont allés chercher leurs adresses, le nom de leurs enfants, de leurs femmes ou leurs photos, et que ces genres de trucs avaient probablement pas été divulgués, je pense que ça n'a pas été divulgué, ça pour le coup par le tribunal. Ça m'étonnerait grandement que le tribunal ait publié les adresses de quelqu'un et les photos. Je pense pas qu'ils aient fait les photos non plus. Donc là, les gens qui ont fait ça, par contre, ils sont allés diguer un peu plus pour choper un peu plus d'infos. Eux, ils sont peut-être en tort légalement, et en vrai, je vois pas trop l'intérêt d'aller rentrer par effraction dans le domicile des gens, sachant qu'ils ont des femmes et des enfants, aller insulter leurs femmes, aller insulter leurs enfants. Franchement, vous êtes pas mieux qu'eux si vous faites ce genre de choses, vraiment. Hein. Genre, parce que vous vous attaquez à des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé dans cette affaire, qui méritent rien, et dont la vie va déjà bien assez être pourrie par les actions de leur père ou de leur mari. Hein. Donc je pense qu'ils en ont bien assez comme ça. Pour toute leur vie, vous n'avez pas besoin d'aller en plus leur cracher à la gueule. Ils vont la porter cette honte, à mon avis, pendant très très longtemps. Une dernière, intitulée Viol de Mazane, une audience glaçante, par BFM TV. C'est la plus récente, elle était il y a 9 heures, donc ça va être des images du procès qui a commencé il y a 10 jours. Donc ça fait on en est au 10e jour de procès. Après 10 jours de procès, les auditions ont déjà permis d'en savoir plus sur les accusés. Donc voilà, c'est la vidéo la plus récente que j'ai là. Au moins 83 à être soupçonnés d'avoir violé... 83. Vous vous rendez compte, 83 personnes, c'est complètement délirant. C'est vraiment complètement délirant. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête quand elle a appris ça, mais ça a dû être un choc tellement fort d'apprendre un truc pareil. Putain, mais comment tu te remets d'un truc pareil ? Franchement, c'est complètement délirant. Hein. Je pense que ça va rester... cette affaire, là, elle fait du bruit, mais je pense qu'elle va faire du bruit pendant très longtemps encore, parce que c'est un truc qui est vraiment complètement délirant, hein, ça. Hein. Vraiment... ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas eu des affaires une affaire aussi impliquant autant de monde en fait. Il y a tellement de monde, 83 personnes, c'est tellement de monde que c'est fou que ça n'ait pas été découvert avant même. 83 personnes qui ont gardé le silence sur ce qu'ils ont fait pendant aussi longtemps, c'est vraiment délirant. Mais depuis 10 jours, sur le banc des accusés, seule une 50aine d'entre eux comparaissent. Le plus jeune a 26 ans, le plus âgé 74. La plupart habitaient à quelques kilomètres à peine du domicile du couple.
Ce sont des personnes qui sont parfaitement insérées, à la fois professionnellement, à la fois familialement, à la fois socialement, puisque l'un d'entre eux... Mais oui, non mais c'est des gens, moi je suis sûr que c'est des gens qui avaient des fantasmes de viol, et au lieu d'aller... Bah en fait, non, j'allais dire au lieu d'aller le faire, non, c'est ce qu'ils sont allés faire en fait. Mais j'imagine que pour eux, comme la meuf était inconsciente, c'était, je sais pas, ça devait paraître moins monstrueux peut-être pour eux le fait qu'elle soit inconsciente. Parce que on en revient à la première vidéo où il justifie que les mecs ne savaient pas et tout. Moi, je suis plutôt sûr que la plupart d'entre eux, voire tous, savaient ce qu'ils faisaient en y allant. Pour mieux dormir la nuit, ils se rassurent peut-être en se disant que ils étaient pas certains d'eux et tout. Les gars, si vous avez un doute et que vous y êtes allé, vous saviez ce que vous faisiez. Vous saviez ce que vous faisiez à ce moment-là, clairement. Mais ouais, ils disent que c'est des mecs parfaitement insérés et tout, ça m'étonne pas. Parce que c'était la manière de jamais se faire choper, ça, justement. Enfin, le truc était tellement bien organisé, c'est tout un système pour rester discret, pour jamais se faire avoir et tout, justement. Ça me surprend pas que ce soit des mecs parfaitement intégrés. C'est eux qui passent sous les radars en permanence et qui se font jamais attraper au final. C'est parce qu'ils sont capables de donner le change, ils sont capables de passer pour des gens normaux et tout, justement. C'est pour ça que c'est resté aussi discret aussi longtemps, que c'est resté aussi caché aussi longtemps. Au final, la seule raison pour laquelle ils l'ont attrapé, et ils les ont tous attrapés, c'est parce que le mari, il avait pris plein de photos et de vidéos sur son téléphone et qu'il s'est fait attraper pour une autre affaire. Il s'est même pas fait attraper pour ça. Donc, s'il n'avait pas été se faire attraper pour une autre affaire, ça aurait pu durer encore très très longtemps sans que personne soit au courant de ce qui se passait. Hein. Il a travaillé longtemps chez les marins-pompiers à Marseille, puis ensuite chez les sapeurs-pompiers d'Aix. Il est allé au Resto du Cœur. Ensuite, il a été transporteur comme ambulancier de personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il a consacré une grande partie de sa vie au bien des autres. Tous ont été recrutés sur Internet Il a dû se dire que c'était ok du coup d'aller bousiller la vie d'une personne après avoir aidé autant de gens. par le mari de Gisèle Pellicot, Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué sa femme avant de la violer et de la faire violer entre juillet 2011 et octobre 2020. Des Pendant scènes 9 ans ça a filmées duré. qui ont permis d'identifier les violeurs présumés. Chaque jour, Blandine, membre d'un collectif féministe, assiste au débat. Quand on voit les accusés arriver le matin, parce qu'ils comparaissent libres aujourd'hui la plupart, 32 sont libres, ils se checkent, ils se disent hey, « salut frère, bonne journée ». Ils me prennent en photo, ils m'ont filmé dans l'enceinte du tribunal. Ça en dit long sur leur sentiment d'impunité. Et aussi Putain, sur leur... ça, oh là là, ça doit être tellement rageant de voir des mecs de les voir faire ça, de les voir arriver nonchalamment comme s'ils risquaient rien, comme s'ils étaient sûrs d'eux, sûrs qu'ils allaient sortir libres et tout, et de se foutre de la gueule même des gens, des féministes qui sont là et tout, qui sont là pour suivre l'affaire, la prendre en vidéo, enfin c'est avoir une impunité pareille quand t'es impliqué dans une affaire comme ça, les gars, c'est des belles ordures certains là, putain. Croyance selon laquelle ils ont tous les droits. Parmi eux, un homme dont la personnalité a déjà été évoquée hier semble se démarquer. Jean-Pierre M, 63 ans. Contrairement aux autres, il est le seul à ne pas répondre de viol sur Gisèle Pellicot. De quoi il répond alors ? Est accusé d'avoir abusé de sa propre femme à 5 reprises en présence de Dominique Pellicot et en suivant le même protocole de soumission chimique que son mentor. Ah, oh putain, mais oui, du coup, il y a des mecs qui ont fait, il y a des mecs qui l'ont copié et qui ont été infligés ça à leur propre femme. Putain, j'avais pas pensé qu'il y avait peut-être des mecs qui avaient fait ça, mais ça veut dire que ça se trouve, c'est une... Putain, sur les 80 mecs, sur les 83 mecs qui ont fait ça, évidemment qu'il y en a forcément qui ont été inspirés parce que ce gros taré a fait subir à sa femme. Putain, ça se trouve, dans les jours ou les semaines ou les mois qui viennent, on va découvrir, peut-être même pendant le procès, on va découvrir qu'en fait, il y a bien plus de victimes que ce qu'on pensait en fait. Ah ouais, la vache, j'avais pas du tout pensé à ça, putain. Ah la vache. Je considère qu'il a effectivement pianoté sur Internet, pris attache avec Pellicot, et si ensuite Pellicot lui a donné un programme à suivre et qu'il l'a appliqué à son épouse, on peut parler de disciple. Maintenant, est-ce que c'était une église sexuelle? Je ne pense pas. Mais je crois qu'il est rentré dans le jeu avec une certaine influence dont il était malheureusement porteur. Un procès dans le procès. Son avocat, qui s'interroge sur l'influence qu'a pu avoir Dominique Pellicot et qui axe sa défense sur le passé tourmenté de son client. L'enquête de personnalité a révélé qu'il avait... C'est en train de justifier qu'il a... Ouais, voilà, d'accord. Donc c'est un violeur devenu violeur.
Le truc, c'est que les bourreaux les victimes qui deviennent des bourreaux, c'est pas rare en fait, hein. Il y a même des bouquins, pas mal de bouquins qui ont été écrits là-dessus et tout en réalité. Donc c'est pas du tout une défense, hein, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui deviennent pas des bourreaux aussi, hein. Pas une défense. Si toutes les victimes de viol pouvaient aller violer quelqu'un impunément après parce que juste ils ont été abusés une fois dans leur vie, encore une fois, on tomberait dans un chaos de ouf, hein. Il vivait dans une famille où le père battait les enfants, violait ok. les filles. Il y a une fille qui s'est suicidée. Les parents. Mais voilà, donc le problème, c'est peut-être plutôt qu'il a eu un très très mauvais exemple. Bon, c'est pas une justification, hein, de toute façon, c'est pas une excuse du tout, hein. Mais ça explique peut-être comment il a dévié comme ça. Parce que, effectivement, si son père à lui violait ses sœurs, bon, bah, c'est sûr que comme exemple, pour comment traiter les femmes, c'est pas Avait incroyable, des quoi. relations sexuelles en groupe devant les enfants. Donc il a un tel point de départ dans sa vie. Voilà, au plan oui, comment tu sexuel, veux au être plan déglingué humain, du crâne après Ça ça. peut expliquer qu'à un moment, à 56 Putain. ans, 57 ans, il y a eu un catalyseur, une sorte de bâton de dynamite qui l'a fait exploser, en l'occurrence la relation avec Pellico. Mais c'est pas pour autant qu'il vient dire que Pellico est à l'origine de tout. Dominique Pellico, absent du box des accusés ces derniers jours pour raison de santé. Il est censé revenir lundi prochain dans la salle d'audience. Sans quoi le procès pourrait être reporté. On sait pourquoi il est à l'hosto, Je ne savais pas. le mari, du coup? Ou alors on sait pas. Interview en intégralité de l'avocate de Dominique Pellico. Bon, on peut mater Nous ça, sommes ce il est matin 10 heures. en direct avec son avocate. Bonjour Maître Zavaro. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc ça, c'est ce l'avocate matin. Première de question Dominique toute simple. Pellico. Est-ce que votre client, est-ce que Dominique Pellico sera à l'audience Donc du lundi? mari. Écoutez, c'est, je crois, la grande question que tout le monde se pose. J'ai adressé ce matin des mails à qui de droit pour avoir des nouvelles de sa situation et avoir la possibilité d'aller le rencontrer. Nous espérons tous qu'il soit là parce que ça relève de la justice et du procès qui doit se tenir en sa présence, c'est impératif. Donc nous espérons qu'il soit présent. Bah oui, le Comme l'a mec, dit c'est le l'accusé, président donc hier. enfin, c'est un des accusés principaux. Il peut, si son état nécessite une suspension de 24-48 heures supplémentaires, et ben la suspension sera d'autant. En revanche, si le corps médical nous disait que son état était beaucoup plus préoccupant. Mais tous ces dessins là, on fait toujours ça, on fait toujours des gens qui dessinent tous les procès et tout. Parce que moi je suis jamais des procès en fait, ou ce genre de choses, mais en fait ça se fait toujours à notre époque, toi, de dessiner les procès et tout. Il y a quelqu'un dans la salle qui dessine tout ce qui se passe, quoi. De 24-48 heures C'est dingue. supplémentaires, et ben la suspension sera d'autant. En revanche, si le corps médical nous disait que son état était beaucoup plus préoccupant et que son indisponibilité serait durable, il y aurait certainement un risque de renvoi. Mais j'ose espérer que nous n'en sommes pas là et que nous pourrons effectivement avoir Monsieur Pellico lundi ou mardi au plus tard dans la salle d'audience. Mais où est votre client ce matin? Est-ce que vous le savez? Ben justement, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas s'il est en unité médicale de la prison dans laquelle il est incarcéré ou si en revanche il est dans une unité hospitalière pour recevoir des soins. C'est la question que... Prison à vie pour ce gars-là, par contre, hein. Dominique Pellico, lui c'est un putain de cinglé, hein. Vraiment. à laquelle je il n'ai mérite pas la de prison à réponse vie. pour l'heure. Pardon, mais ça me semble curieux, ça peut sembler curieux sans doute à beaucoup de nos téléspectateurs, que vous, avocate, ne soyez pas au courant de l'endroit où se trouve votre client, éventuellement de son état de Surtout dans santé une précis. affaire comme ça. Que ce soit pas au courant, c'est bizarre. J'entends votre interrogation, c'est la mienne également. Maintenant, il faut savoir quand même que nous avons deux structures qui sont totalement indépendantes, l'administration pénitentiaire d'un côté, le corps médical de l'autre, que parfois les informations ne circulent pas forcément limpidement. Moi, j'attends, j'ai adressé un mail ce matin très tôt pour avoir une réponse à cette question. J'ose espérer que je l'aurai d'ici quelques instants. Mais quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois et dans quel état est-ce qu'il était à ce moment-là? Ben, je lui ai parlé la dernière fois, c'était le mercredi matin. Quand il est arrivé donc elle lui a parlé il y a 2 jours, quoi, du pour la palais de dernière fois. justice, que je l'ai vu qu'il était tordu de douleur, qu'il n'était pas bien du tout. Donc j'ai alerté immédiatement le président pour l'aviser d'un état de santé qui ne me semblait pas du tout compatible avec sa présence à l'audience et notamment la possibilité pour lui de répondre aux questions qui doivent lui être posées. Donc le président, en toute sagesse, a décidé de sa suspension d'audience et a ordonné une expertise médicale qui nous a alerté le soir
sur un état de santé qui était préoccupant. Donc la dernière fois, pour répondre à votre question, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'est mercredi matin dans les geôles du palais de justice. Mais je sais, maître, qu'il a évidemment le secret médical. Néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de quoi souffre Dominique Pellicot ? Je peux vous en dire ce que le président a annoncé à l'audience directement, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il souffrait d'une infection, voire d'une surinfection. Au-delà de ça, nous n'en savons pas davantage. Et je peux supposer que le traitement préconisé est une antibiothérapie, comme généralement dans ce cas précis, mais au-delà de ça, j'ai pas plus d'informations. Il avait prévenu notamment l'administration pénitentiaire, Dominique Pellicot, qu'il n'allait pas bien. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que dès le vendredi soir, il a alerté il a fait comme il pouvait du fond de sa cellule, mis des papiers en demandant à ce que il puisse être vu par un médecin, et manifestement, il n'a pas été entendu. Donc voilà. C'est quand même bizarre que ça tombe pile maintenant là, que d'un seul coup il soit plus du tout capable de se déplacer, qu'il se retrouve à être hospitalisé comme par hasard pile au début de son procès. Je suis pas en train de dire que c'est un complot, que c'est pas vrai. Je suis en train de dire que sûrement que est-ce que lui il aurait pas exagéré ses douleurs, ou est-ce que elle serait pas juste empirée de ouf ou un truc dans le genre, parce que il se retrouve dans cette situation et qu'il est du coup sujet à énormément peut-être de stress ou de genre de trucs, qu'il a pris conscience d'un seul coup que sa vie était détruite et que son corps s'effondre en même temps, je sais pas. Mais une infection, c'est bizarre, une infection, quoi, parce que c'est pas lié à... Je crois pas qu'une infection puisse être liée au stress ou ce genre de choses. Donc c'est bizarre un peu. Les questions des responsabilités, la question de la responsabilité se posera, assurément, mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons surtout nous préoccuper de savoir si son état sera compatible avec sa présence à l'audience, ce qui me semble être le point le plus important. Mais de toute façon, à un moment donné ou à un autre, et j'ai déjà un petit peu œuvré en ce sens, à un moment donné ou à un autre, la question de la responsabilité se posera effectivement. Le président disait que s'il devait y avoir une absence prolongée et que le procès devait être reporté, ce serait une catastrophe. Sans Dominique Pellicot, le procès doit s'arrêter ? Je comprends, quoi. Assurément. Le mec est au centre, le mec c'est le centre de toute cette affaire, ce gars-là. C'est le mec sans qui rien de ça serait arrivé. C'est à cause de lui que tout ça est arrivé. Tous les accusés sont liés à lui. C'est lui qui les a emmenés dans la chambre de sa femme. Enfin, le mec est vraiment au centre de tout. Il faut qu'il soit là, quoi. C'est même pas une question. Dominique Pellicot est le dénominateur commun des scènes qui sont sur ces vidéos en présence des personnes, des accusés renvoyés dans la juridiction de jugement. Il ne peut pas y avoir de procès d'assises s'il n'y a pas Dominique Pellicot. C'est simplement en sa qualité de dénominateur commun, en sa qualité d'époux de Madame Pellicot, que bien évidemment il doit être là. Et je pourrais pas, on ne pourra pas, personne ne pourra, je pense, tolérer un procès qui se tienne hors la présence de Dominique Pellicot, bien évidemment. Vous avez sans doute entendu des commentaires venus des journalistes, mais aussi d'avocats présents à ce procès pour pointer du doigt le caractère décousu de ce procès, où on passe d'un accusé à un autre, d'un expert à un autre, puis on revient au premier accusé, etc. Ça ajoute encore à ce côté décousu le fait que Dominique Pellicot soit absent ? Non, je suis pas certaine qu'il faille parler d'un caractère décousu du planning. Je crois que la Cour a pensé un planning qui semblait être compatible avec les intervenants, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des experts psychiatres, des experts psychologues, des enquêteurs de personnalité, que chaque... Il y a tellement d'accusés de toute façon que ce procès, je sais pas combien de temps c'est prévu qu'il dure, mais je pense qu'il va durer incroyablement longtemps, parce que théoriquement, il faut entendre tous les accusés, mais du coup, peut-être qu'il va falloir entendre un diagnostic sur chacun des accusés. Enfin, il y a tellement de gens impliqués dans cette affaire que j'imagine même pas le temps que ça va prendre de boucler tout ça, quoi. Chacun a ses obligations également, et on ne pouvait pas, je suppose, que la Cour a considéré qu'on ne pouvait pas les faire venir tous azimuts un jour et puis pas l'autre, etc. Donc il fallait faire un planning qui soit cohérent aussi avec leurs obligations professionnelles. Donc je ne parlerai pas d'un caractère décousu du planning, absolument pas. En revanche, encore une fois, l'absence de Dominique Pellicot
perturbe le rôle de cette audience fatalement, mais ne parlons pas de caractère décousu parce que ça serait jeter l'opprobre sur. Il y a pas matière à ça. C'est pas ça. On fait. C'est un procès qui est, on l'a dit souvent, hors norme. C'est un procès Ouais, qui c'est du justifie, jamais enfin vu. qui induit la présence de 50 accusés, plus les avocats, plus les témoins. Donc c'est quelque chose qu'il faut organiser, penser et très sincèrement, je jette pas du tout la pierre sur le planning qui a été établi par la Cour. Je pense que Monsieur le Président et la Cour a fait comme ils ont pu pour essayer de considérer les obligations professionnelles de chacun. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont pu dire ces dernières heures que votre client n'aurait pas supporté, d'une certaine manière, d'être confronté à ce qu'il a commis Oui, je pense que ça joue en et vrai. aux Moi, horreurs qu'il a c'est un fait peu ma subir et que théorie son aussi. corps l'aurait lâché? Ça m'étonnerait pas que ce soit un truc dans ce genre-là. C'est pas rare qu'on voit Alors, ce genre de je choses. dirais que c'est que Dominique Pellicot, depuis que je le rencontre à peu près une centaine de fois, depuis que j'ai fait sa connaissance en mars 21, Dominique Pellicot est un homme qui m'a toujours dit qu'il attendait son procès, qu'il voulait parler, qu'il voulait être confronté à son épouse et ses enfants, qu'il voulait leur dire exactement ce qu'il s'était passé, qu'il en avait honte, qu'il leur demandait pardon. Donc la position de certains de venir nous dire que Dominique Pellicot a sciemment décidé de son indisponibilité me semble être tout à fait inopportune. Donc je pense que Non, non, c'est pas exactement. Moi, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis que son corps est en train de le lâcher, et c'est un peu ce que le mec vient de dire aussi. Hein. C'est un peu ce que le journaliste vient de dire aussi en plateau là, c'est que en fait, il est incapable d'affronter ce qu'il a fait, et c'est peut-être pas conscient, mais que son corps est en train en gros, de lancer des signaux d'alerte parce qu'il se sent pas capable de rentrer dans cette salle et d'affronter ce qu'il a fait, quoi. C'est ça que je dis. Et moi, je dis pas que c'est volontaire. Je dis pas qu'il est conscient et qu'il cherche consciemment à éviter son procès. Je dis que il est tellement peut-être inquiet à l'idée du procès ou ce genre de choses que ça bouffe son corps, quoi. C'est ça que je dis. Et c'est ce que le journaliste disait, je pense. C'est plutôt ça que j'ai compris. Hein. Après, il y a une angoisse, hein, c'est certain. On ne peut pas dire qu'on est venu à ce procès en toute légèreté, les mains dans les poches. Pas du Sans tout. déconner, je pense qu'il y a Monsieur personne dans Pellicot cette salle qui doit était pas un avoir homme les qui boyaux était tordus très angoissé de à douleur. l'idée de ce procès. Mais c'était un homme qui avait décidé de parler. Et c'est un homme qui a décidé de parler et qui parlera. J'en suis certaine. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il faut simplement laisser le temps à celui-ci de se rétablir. Je crois qu'on peut pas, comment dire, choisir volontairement d'avoir une infection. À un moment donné ou à un autre, effectivement, si le corps a parlé, le corps a parlé, mais ce n'est pas pour avec. Non, dire que c'est volontaire, c'est crier au complot, crier à ce genre de choses. Et moi, moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit forcément volontaire ou ce genre de truc, mais c'est juste que c'est une étrange coïncidence, et du coup, ça doit pas être tant que ça une coïncidence, ça doit être une réaction de son corps à l'état de son esprit, à l'état de son mental qui doit être genre en morceaux complets. Ce qui est intéressant, c'est que de noter que ça n'empêche pas sa femme de se présenter au procès, alors qu'elle, elle a été bien évidemment impactée par tout ça bien plus, donc on peut supposer que sa femme est plus forte que lui mentalement et qu'elle est capable d'affronter ça quand lui est même pas capable d'affronter ses propres actes, quoi. Qu'une volonté assumée de ne pas vouloir comparaître à son procès. Au contraire, c'est un moment qu'il attendait terriblement. C'est un moment qui a été déjà compliqué quand son épouse est venue à la barre, dans une dignité et une mesure absolue, et ce qu'il a reconnu d'ailleurs. Et voilà, donc Dominique Pellicot sera là à un moment donné ou à un autre, mais il sera là et il répondra aux questions que la Cour légitimement lui posera. Une toute dernière question, il y a une mobilisation qui se prépare demain, un peu partout en France. Comment vous réagissez, vous, avec notamment ce mot d'ordre, la Samedi, du honte coup. doit changer de camp? Est-ce que c'est ce qui est en train de se produire à ce procès? Est-ce que vous-même, avocate de Dominique Pellicot, vous le dites aussi? C'est vrai. Je suis avocat de Dominique Pellicot. Je suis d'abord avocat avant d'être, pardonnez-moi, une femme. C'est-à-dire que j'ai ma robe d'avocat. Ah bon? Je défends Dominique Pellicot. Elle voit les choses comme ça. J'entends ce que Madame Pellicot a indiqué, à savoir que la honte devait changer de camp. Et je crois que c'est grâce à ça ou grâce à cette formule-là qu'elle a décidé de ne pas solliciter le huis clos à la cour criminelle. Je respecte parfaitement ce que Madame Pellicot a décidé de dire et a décidé d'acter dans cette cour criminelle. Au-delà de ça, je n'ai pas mon mot à dire sur les mouvements qui vont se créer. Je pense qu'elle a plus ou moins dit quand même ce qu'elle pensait en vrai en disant ça. Hein.
Parce qu'un avocat faut comprendre que c'est l'avocate de Dominique Pellico, c'est l'avocate de l'accusé. Elle est là pour défendre son client. C'est son travail, c'est sa raison d'être, c'est défendre Dominique Pellico. Et le fait que là, elle dise qu'elle respecte la vie et tout, je trouve que moi, ça parle plus. Enfin, ça parle autant que si elle avait dit qu'elle était pour que la honte change de camp, quoi, en gros. Donc, je pense qu'elle approuve. D'après ce qu'elle dit, ça semble être ça, en tout cas. C'est comme ça que moi, je le perçois. Dans les différentes places de la France, c'est un soutien qui me semble être normal et légitime. Et je ne peux pas, en ma qualité d'avocat de Dominique Pellico, faire un moindre jugement sur cette mobilisation. Voilà, je trouve que sa manière de répondre, c'est vraiment... elle dit vraiment, je suis l'avocat de Dominique Pellico, je peux pas dire l'inverse, mais je comprends. En gros, je perçois vraiment le truc comme... elle sait qu'elle est dans le mauvais camp, quoi. Mais c'est son travail après, hein. Tout le monde a droit à un avocat, elle est là pour ça, elle est là pour défendre son client, c'est son travail. Semble encore une fois légitime, eu égard à ce que nous savons de ce dossier et eu égard à ce que Dominique Pellico reconnaît dans le cadre de cette procédure. D'accord. Eh bien, on n'a pas fini d'entendre parler de cette affaire, je pense. À mon avis, ça va durer encore très longtemps, surtout si Dominique Pellico peut pas se présenter aux prochaines séances, prochaines sessions du tribunal. Mais bon, c'est une affaire ça va soulever probablement beaucoup de débats sociaux, parce que c'est très gros quand même, hein. Je me souviens pas d'avoir déjà vu une affaire de viol impliquant autant de personnes, impliquant une telle organisation, on est vraiment sur des processus développés au fil des années pour ne pas se faire prendre et tout, avec 83 personnes qui sont accusées d'avoir violé Madame Pellico. Indécent comme chiffre. Vraiment, c'est des gens normaux, c'est que des gens normaux qui sont impliqués là-dedans, qui ont... Ouais, je pense que ça va faire beaucoup de bruit et ça va continuer d'en faire et on n'est pas prêt d'en voir la fin. Et je pense qu'on continuera de suivre ça. En tout cas, je redis ce que j'ai dit au début. Moi, je pense que cette femme, elle est hyper courageuse d'avoir pris cette décision de rendre son procès public, parce que c'est une décision qui va marquer sa vie du début du procès à la fin de sa vie. Elle pourra jamais oublier ça, et je pense que personne ne la laissera jamais oublier ça. Donc prendre cette décision, elle peut pas avoir pris cette décision uniquement pour elle, elle l'a pris pour probablement toutes les femmes de France qui sont victimes de viol, et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner et féliciter, je trouve. Voilà. Rien ne justifie le mal, c'est un choix, il faut arrêter de leur trouver des excuses. Il faut enfin responsabiliser ces personnes de leurs actes. La seule victime ici, c'est la personne violée, personne d'autre. Et la vraie question est, allons-nous encore cautionner le viol dans notre société ? Je suis pas d'accord que la seule victime ici, ce soit la personne violée, du coup. Les familles des accusés sont aussi victimes, je pense. À moindre échelle, mais je pense que c'est aussi des victimes de ça, quand on voit que ils ont déjà commencé à recevoir des insultes, que ce soit à l'école pour les enfants, à leur domicile, pour les femmes et tout. Je pense qu'il y a d'autres victimes encore, juste qu'elles sont invisibilisées parce que ce qu'elles subissent c'est beaucoup plus faible que ce qu'a subi la victime majeure, c'est-à-dire Madame Pellico, quoi.